Bonjour et bienvenue sur votre incroyable chaîne d'histoires inspirantes. Avant tout, nous voulons vous dire merci. Merci pour votre fidélité, merci pour votre soutien, merci d'être là à chaque instant. Ici, nous ne sommes pas seulement une chaîne, nous sommes une grande famille, unie par la passion des histoires qui touchent le cœur et inspirent l'âme. Dites-nous, depuis quel pays vous nous suivez? Nous adorons savoir d'où vient chaque membre de notre belle famille. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez nos histoires et laissez-nous vos commentaires. Vos mots nous donnent la force de continuer à créer et à inspirer. Que Dieu vous bénisse et vous accompagne dans chaque moment de votre vie. Aujourd'hui, nous allons vous raconter une histoire incroyable. Mais vraie. Une femme abandonnée par son mari, seule avec ses 2 enfants. Et sa vie bascule complètement lorsqu'elle croise le fils du président du Togo. Les noms ont été changés, mais tout ce que vous allez entendre est réel. Ici, pas de contes ni d'histoires inventées. Nous partageons des récits vrais, pleins d'émotions et de rebondissements. Voici l'histoire de Chioma et de Carteron. Alors, êtes-vous prêt à plonger dans ce récit bouleversant? Il m'a quitté avec nos 2 enfants. Le fils du président m'a épousée. Ceci est l'histoire de Chioma, une jeune femme dont le destin a basculé de la douleur la plus profonde vers une vie qu'elle n'aurait jamais imaginée. Une histoire vraie de courage, de trahison, mais aussi de renaissance. Chioma était une femme douce, élégante, le teint caramel éclatant, ses longs cheveux soyeux tombant sur ses épaules. Elle vivait une vie simple avec l'homme qu'elle croyait être l'amour de sa vie, le père de ses 2 enfants. Ensemble, ils avaient rêvé de construire une famille solide. Ils avaient eu une petite fille de 7 ans, vive et intelligente, et un garçon de 5 ans, joyeux et affectueux. Chioma avait tout donné pour eux, son temps, son énergie, son cœur. Mais parfois, l'amour ne suffit pas. Du jour au lendemain, son compagnon changea. Fatigué, distant, il commença à rentrer tard, à ne plus lui parler, à ignorer leurs enfants. Et un matin, sans explication claire, il prit ses affaires et les quitta. Il abandonna Chioma, seule, avec 2 enfants en bas âge, un cœur brisé et une vie à reconstruire. Le monde de Chioma s'effondra. Elle pleurait la nuit, cachant ses larmes le jour pour ne pas inquiéter sa fille et son fils. Elle n'avait plus de repères, plus de force. Mais elle avait une promesse silencieuse, ne jamais laisser ses enfants manquer d'amour. Pendant plusieurs mois, Chioma survécut entre douleur et courage. Elle travaillait dur, se privait pour nourrir ses enfants, priait pour tenir. Chaque matin, elle répétait « Mes enfants ne connaîtront pas la souffrance que je traverse ». Elle se présentait à l'école avec un sourire forcé, tenant la main de sa fille d'une main et de son garçon de l'autre. Mais derrière ce sourire, son âme saignait. Un jour, dans une réception organisée à Lomé, Chioma fut invitée par une amie. Elle n'avait pas envie de sortir, mais accepta pour se changer les idées. Là, dans les jardins de l'hôtel où se tenait l'événement, son chemin croisa celui d'un homme qui allait bouleverser sa vie, Carteron, le fils du président du Togo. Grand, charismatique, le teint caramel, des yeux vert perçants, vêtu d'un smoking noir parfaitement taillé. Il dégageait une assurance rare, mais ce fut surtout sa gentillesse qui toucha Chioma. Carteron remarqua cette femme élégante, mais dont le regard cachait une profonde tristesse. Intrigué, il engagea la conversation. Chioma, d'abord réservée, finit par sourire timidement. Ce sourire, Carteron ne l'oublia pas. Dès ce jour, il multiplia les occasions de la revoir. Il ne se contentait pas de son élégance, il voulait connaître son histoire. Et un soir, au détour d'une promenade, Chioma lui raconta tout, son amour brisé, l'abandon, les 2 enfants qu'elle élevait seule. Carteron l'écouta en silence, puis lui dit doucement « Ton passé ne définit pas ton avenir. Tu es une reine, et tes enfants sont des trésors. Tu mérites d'être aimée, respectée, honorée. » Peu à peu, Carteron entra dans la vie de Chioma. Il fut attentif, présent, protecteur. Les enfants, d'abord méfiants, s'attachèrent vite à lui. Sa fille trouva en lui une figure rassurante, et son petit garçon un compagnon de jeu et de rire. Pour la première fois depuis longtemps, Chioma sentit la chaleur de la sécurité.
Leur relation grandit, malgré les obstacles. Car Carteron n'était pas un homme ordinaire. Être le fils du président signifiait vivre sous le regard de tous, affronter des critiques, des jalousies. Mais il n'avait Dieu que pour elle. Il emmena Chioma et ses enfants dans les jardins de la présidence. Là, ils se promenaient main dans la main, une vraie petite famille recomposée. Les rumeurs circulaient. Qui est cette femme mystérieuse que Carteron aime tant? Mais lui n'avait pas honte. Au contraire, il la présentait fièrement comme celle qui avait conquis son cœur. Puis vint le grand jour. Dans une église de Lomé, décorée de fleurs blanches, Chioma apparut dans une robe de mariée éclatante, digne d'une reine. Son voile flottait, son regard brillait de larmes de joie. Ses deux enfants avançaient devant elle, tenant des bouquets. À l'autel, Carteron, dans un smoking noir, attendait, ses yeux verts fixés sur elle avec tendresse. Quand il prononça les mots « Je te prends pour épouse, pour toujours, dans les bons comme dans les mauvais jours », Chioma sut que ses souffrances appartenaient désormais au passé. Le mariage fut célébré comme un conte de fées, mais ce n'était pas une illusion. C'était une seconde chance. Chioma avait connu l'abandon, mais Dieu l'avait relevée. Elle n'était plus une femme délaissée, mais l'épouse du fils du président, respectée et honorée. Elle n'était plus une mère seule, mais une femme comblée, entourée d'amour. Après le mariage somptueux célébré à Lomé, Chioma croyait avoir trouvé enfin le repos tant espéré. Elle vivait à la présidence avec Carteron et leurs deux enfants, entourée de luxe, d'attention et surtout d'amour. Chaque matin, elle se réveillait aux côtés de son mari, qui l'admirait comme si elle était la plus belle femme du monde. Chaque soir, elle s'endormait en remerciant Dieu pour cette seconde chance. Mais le bonheur attire toujours des jalousies. Dans l'ombre, certains membres de la famille présidentielle ne voyaient pas d'un bon œil cette union. Parmi eux, il y avait une tante de Carteron, une femme influente qui vivait à Londres depuis des années. Elle était revenue spécialement pour assister au mariage, mais au fond, elle n'avait jamais accepté que son neveu épouse une femme venue de nulle part, une mère célibataire abandonnée. Elle estimait que Carteron méritait une épouse issue d'une grande lignée, pas Chioma. Cette tante décida alors d'agir. Peu après le mariage, elle invita chez elle, à Lomé, la fille de sa meilleure amie, une jeune femme séduisante, élevée en Europe, raffinée mais sans scrupules. Son but était simple, pousser cette fille dans les bras de Carteron pour détruire son mariage avec Chioma. Un soir, prétextant une fête familiale, la tante appela Carteron et insista pour qu'il vienne. Il hésita d'abord, car il préférait rester auprès de Chioma et des enfants, mais par respect pour sa tante, il accepta. Chioma, confiante, l'encouragea à y aller. Elle n'imaginait pas une seule seconde le piège qui se préparait. À la réception, la tante fit servir à Carteron un verre trafiqué. Peu à peu, il se sentit étrange, étourdi, incapable de réagir clairement. Profitant de son état, la tante le fit conduire dans une chambre à l'étage. Là, elle introduisit la jeune fille venue de Londres, vêtue de manière provocante. Les deux femmes avaient tout prévu. La fille s'allongea à côté de Carteron, qui, sous l'effet de la drogue, ne comprenait rien. Des photos furent prises. Des clichés compromettants, mis en scène, prêts à être utilisés comme armes. Le lendemain, Carteron se réveilla avec un mal de tête terrible. Il ne se souvenait de rien, sinon d'avoir bu un verre. Il rentra chez lui comme si de rien n'était, mais la tante avait déjà lancé son plan. Quelques jours plus tard, Chioma reçut un message anonyme. Une série de photos montrant son mari allongé sur un lit, avec une autre femme à ses côtés. Son cœur se brisa une nouvelle fois. Elle sentit le sol s'effondrer sous ses pieds. Les doutes l'envahirent. Les souvenirs de son premier abandon refirent surface. Elle regardait son mari différemment, se demandant s'il l'avait trahie. Le soir, à table, elle évitait son regard. Ses enfants, innocents, ne comprenaient pas pourquoi leur maman ne souriait plus. Carteron remarqua ce changement et l'interrogea. Un jour, Chioma finit par lui montrer les photos. Il fut abasourdi. Chioma, ce n'est pas moi. Enfin. Oui, c'est moi sur les photos, mais je n'ai rien fait. On m'a piégé, cria-t-il, la voix tremblante.
Mais comment la croire? Les images semblaient si réelles. La tante, de son côté, répandait déjà des rumeurs. Elle murmurait à l'oreille d'autres membres de la famille que Chioma n'était pas la femme idéale, qu'elle ne tiendrait pas, qu'elle finirait par demander le divorce. Elle espérait voir le couple se briser. Les semaines suivantes furent un enfer. Chioma pleurait seule dans sa chambre. Carteron jurait sur tout ce qu'il avait de plus cher qu'il n'avait jamais trompé sa femme. Mais la blessure dans le cœur de Chioma était profonde. Chaque fois qu'elle croisait la jeune fille au détour d'un couloir, car la tante la logeait parfois à la présidence, elle sentait une rage monter en elle. Un soir, Chioma pensa même à partir, à tout quitter, à protéger ses enfants en s'éloignant de ce palais devenu toxique. Mais Carteron, désespéré, tomba à genoux devant elle. Ses yeux verts remplis de larmes, il lui dit « Chioma, si tu pars, tu détruis tout ce que nous avons construit. Oui, on a voulu nous piéger. Mais tu es mon épouse, la mère de mes enfants, la reine de mon cœur. Donne-moi la chance de prouver la vérité. » Après ce tragique incident, même si Chioma avait pardonné à Carteron, son cœur restait marqué par les images qu'elle avait vues. Les nuits, les cauchemars revenaient. Elle se revoyait, seule, devant ses photos, son âme en morceaux. Un matin, épuisée par ses doutes et ses larmes, elle prit une décision radicale: partir. Elle confia les enfants à une gouvernante de confiance, prépara discrètement ses affaires et s'envola avec eux pour le Ghana, chez l'une de ses tantes maternelles, une femme respectable, mariée à un haut membre du gouvernement ghanéen. Là-bas, Chioma trouva un semblant de paix. Sa tante l'accueillit avec tendresse et lui dit « Ma fille, parfois s'éloigner, c'est se protéger. Ici, tu auras le temps de réfléchir. » Pendant des mois, Chioma resta à Accra, partageant son temps entre ses enfants et les longues discussions avec sa tante. Mais dans son cœur, un vide persistant l'empêchait de sourire pleinement. De son côté, Carteron n'était plus le même. Privé de sa femme et de ses enfants, il errait dans le palais comme une ombre. Ses yeux verts, autrefois pleins de lumière, n'étaient plus que tristesse. Il refusait les repas, se retirait souvent seul dans les jardins, et passait ses nuits sans sommeil. Ses proches étaient inquiets. Le fils du président, d'habitude si fort et souriant, se consumait dans une douleur silencieuse. Un jour, n'y tenant plus, Carteron prit son courage à deux mains et partit pour le Ghana. Il se présenta devant la maison de la tante de Chioma. Quand Chioma le vit, son cœur se serra. Elle aurait voulu le repousser, mais en voyant son visage marqué par la souffrance, elle comprit qu'il n'était pas venu par orgueil, mais par amour. À genoux, sous le soleil brûlant d'Accra, Carteron lui dit d'une voix tremblante: « Chioma, sans toi, je ne suis rien. Je t'ai cherché dans chaque souffle, dans chaque nuit. Reviens, je t'en supplie. Je préfère mourir que de vivre loin de toi. » Chioma détourna les yeux, mais ses larmes trahissaient ses sentiments. La tante, touchée par la sincérité du jeune homme, intercéda. « Ma fille, un homme qui se met ainsi à genoux devant toi n'est pas un menteur, mais un homme qui t'aime. Réfléchis bien. » Pendant ce temps au Togo, les tensions grandissaient au sein de la famille présidentielle. La maman de Carteron, la première dame, qui avait toujours apprécié Chioma, entra dans une violente dispute avec la tante qui avait ourdi le piège. Elle l'accusa ouvertement d'avoir détruit l'union de son fils. La confrontation fut explosive. « Tu as brisé le cœur de mon fils, tu as souillé l'honneur de notre famille pour satisfaire ta jalousie, » cria la première dame. Sous la pression, et voyant que ses manigances n'avaient mené qu'au chaos, la jeune fille ramenée de Londres finit par craquer. En pleurs, elle avoua toute la vérité. « Je n'ai jamais été avec Carteron. Tout était un montage. Des photos, un piège orchestré par votre sœur. Je n'ai rien fait. » Cette confession fut un choc. La vérité éclata enfin au grand jour. Carteron fut innocenté, et même ceux qui avaient douté de lui durent admettre leur erreur. Quand la nouvelle parvint à Chioma, elle sentit une lourde chaîne se briser dans son cœur. Ses doutes s'effacèrent, remplacés par un immense soulagement. Elle se tourna vers Carteron, qui était resté au Ghana auprès d'elle, et dans un souffle murmura: « Tu m'avais dit la vérité. Et moi je t'ai presque perdu à cause de mes peurs. »
Il la prit dans ses bras, et cette fois-ci, rien ni personne ne pouvait les séparer. Ensemble, ils rentrèrent au Togo, plus unis que jamais. Mais au fond d'eux, ils savaient que la vie à la présidence ne serait jamais sans obstacle. Car dans l'ombre, les intrigues et les jalousies continuaient de rôder. De retour au Togo, Chioma et Carteron croyaient pouvoir enfin goûter à la tranquillité. Mais la vie au palais présidentiel n'était jamais paisible. Entourés de privilèges et de richesses, ils étaient aussi exposés à l'envie, aux regards curieux et aux manœuvres de ceux qui espéraient les voir tomber. Chioma, malgré son élégance et sa beauté naturelle, restait simple dans son cœur. Elle n'oubliait jamais d'où elle venait. Chaque matin, elle s'occupait de ses enfants elle-même, les habillait, les emmenait parfois à l'école, au grand étonnement des autres femmes du palais. Beaucoup murmuraient. Comment? La belle-fille du président qui agit comme une simple mère de famille? Mais Chioma ne se laissait pas influencer. Elle voulait rester proche de ses enfants et leur donner une éducation basée sur l'amour, pas seulement sur le luxe. Pourtant, certains membres de la haute société togolaise la regardaient de haut. Ils ne comprenaient pas comment une femme sans grande lignée, abandonnée par un premier mari, avait pu conquérir le cœur du fils du président. Les rumeurs reprirent. On disait que Chioma avait usé de sorcellerie. D'autres affirmaient qu'elle n'était qu'une passagère dans la vie de Carteron, et qu'il finirait par l'abandonner comme son premier mari l'avait fait avec elle. Carteron, de son côté, était devenu plus protecteur que jamais. Son amour pour Chioma avait grandi dans l'épreuve. Chaque fois qu'il la voyait triste, il posait ses mains sur ses épaules et lui disait « N'écoute pas ses voix. C'est toi que j'ai choisi, et c'est toi que je choisirai chaque jour, jusqu'à mon dernier souffle. » Mais l'ombre de la tante planait encore. Humiliée par la révélation de son complot, rejetée par la première dame et éloignée du palais, elle nourrissait une haine profonde. Dans sa rancune, elle chercha de nouveaux alliés. Elle s'entoura de quelques cousins éloignés et de membres ambitieux de la famille, prêts à tout pour gagner du pouvoir. Ensemble, ils commencèrent à orchestrer un autre plan, cette fois beaucoup plus dangereux, qui ne visait pas seulement à briser le couple, mais à ébranler toute la stabilité du palais. Pendant ce temps, Chioma commençait à être invitée dans des cérémonies officielles aux côtés de Carteron. Elle siégeait dans les jardins de la présidence lors des réceptions diplomatiques. Sa grâce naturelle et son intelligence faisaient forte impression. Certains ambassadeurs la félicitaient pour sa prestance, et peu à peu, elle commença à incarner une figure respectée dans les cercles politiques, bien au-delà de l'image d'une simple épouse. Mais ce succès attisa encore plus la jalousie. On murmura que Chioma avait trop d'influence sur Carteron, qu'elle orientait ses choix, qu'elle risquait de déstabiliser l'ordre établi. Ses ennemis décidèrent alors de frapper là où ça ferait le plus mal, sa réputation. Un jour, alors qu'elle revenait d'une visite caritative dans un orphelinat de Lomé, un article diffamatoire apparut dans un journal local. On l'accusait d'avoir utilisé des fonds publics pour financer ses activités personnelles. Bien sûr, tout était faux, mais la rumeur s'étendit comme une traînée de poudre. Dans les marchés, les gens murmuraient son nom. À l'église, certaines femmes se détournaient d'elle. Chioma pleura longuement dans sa chambre, sentant une fois de plus le poids du monde contre elle. Mais Carteron, en découvrant l'article, entra dans une colère noire. Il convoqua les responsables du journal, et sous la pression, la vérité éclata encore. C'était un coup monté orchestré par ceux qui voulaient détruire Chioma. Ce nouvel épisode marqua un tournant. Chioma comprit qu'elle ne pouvait plus rester dans l'ombre et subir. Elle décida de se lever, de montrer qu'elle était plus qu'une victime de rumeurs. Elle lança alors une fondation pour les femmes abandonnées et veuves, inspirée de sa propre histoire. Son initiative fut saluée au-delà des frontières du Togo. Des femmes du Bénin, du Ghana et même de Côte d'Ivoire vinrent témoigner, trouver de l'aide et du soutien. À travers cette mission, Chioma retrouva une force nouvelle. Elle n'était plus seulement la femme du fils du président, elle devenait une voix, un symbole d'espoir pour celle que la société méprisait. Mais ce succès renforça encore les tensions. La tante et ses complices, voyant leur pouvoir leur échapper, décidèrent de passer à une autre étape, plus sombre, plus irréversible. Un complot qui, cette fois, pouvait mettre en danger la vie même de Chioma et de ses enfants. La tante et ses alliés mirent leur plan à exécution lors d'une grande réception au palais.
Sous couvert de l'ombre de la nuit, ils firent entrer des individus qui devaient créer le chaos et compromettre Chioma. Mais la vigilance de Carteron et de ses gardes rapprochés les empêcha d'agir. Une confrontation éclata dans les jardins éclairés par les lampes dorées du palais. Les conspirateurs furent arrêtés avant qu'ils ne puissent toucher à Chioma ou à ses enfants. Cet événement fut un électrochoc pour tous. La tante fut définitivement éloignée du palais et perdue dans le scandale. Les complices qui avaient participé au complot furent sévèrement sanctionnés. Chioma, elle, avait survécu à la tempête, plus forte, plus sûre d'elle. Elle comprit que le pouvoir ne résidait pas seulement dans le sang ou les titres, mais dans le courage et la détermination à défendre ce qui est juste. Les mois suivants, la vie au palais retrouva une certaine normalité. Carteron ne quittait jamais Chioma du regard, veillant sur elle et les enfants avec un amour renouvelé et intense. Chaque jour, il lui répétait « Tu es ma lumière, et rien ni personne ne pourra jamais nous séparer à nouveau. » Chioma, de son côté, s'épanouissait dans sa fondation, accompagnée de femmes qui, comme elle, avaient souffert mais trouvaient la force de se relever. Sa popularité grandit, mais elle resta humble, toujours proche de ses enfants et fidèle à ses valeurs. Le couple apprit à savourer chaque instant, chaque rire, chaque étreinte. Ils avaient traversé les pires épreuves imaginables. Trahison, mensonge, complot, séparation, jalousie. Mais l'amour véritable, celui qui est patient et courageux, les avait guidés. Et dans les jardins de la présidence, sous le soleil éclatant du Togo, Chioma et Carteron promirent de ne jamais laisser aucune force extérieure briser leur famille. Les enfants jouaient autour d'eux, insouciants, symboles vivants de ce qu'ils avaient réussi à protéger, l'amour, la confiance et l'unité familiale. Le temps passa. Chioma devint une figure respectée, non seulement comme épouse du fils du président, mais comme femme indépendante, forte et inspirante. Carteron resta son allié fidèle, son roc, son amour. Ensemble, ils avaient transformé le chaos en force, la douleur en leçon, et les complots en épreuves qui avaient soudé leur famille. Leur histoire se termina ainsi, non pas par un simple ils vécurent heureux, mais par la certitude que rien ni personne ne pourrait jamais éteindre l'amour qu'ils avaient construit. Dans les couloirs dorés du palais, parmi les regards admiratifs, les murmures jaloux, les épreuves de pouvoir et de trahison, ils avaient trouvé la paix, l'un avec l'autre, l'un dans l'autre, et l'un pour leurs enfants. Merci d'avoir été avec nous jusqu'au bout. Chaque histoire que nous partageons est vraie, unique et pleine d'émotions. C'est grâce à vous, votre présence et votre soutien, que ces récits peuvent voyager et toucher le cœur de milliers de personnes. Si cette histoire a éveillé vos émotions, n'hésitez pas à liker, partager et laisser un commentaire. Vos mots donnent vie à notre chaîne et font grandir notre famille. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer nos histoires qui inspirent, émeuvent et parfois transforment des vies. Merci du fond du cœur d'être ici. Et préparez-vous, car une nouvelle histoire incroyable vous attend très bientôt.